Dans l'actualité de ce jeudi, un accident a fait 3 morts ce matin vers le pont de l'Émergence. 7 autres personnes sont grièvement blessées. Les circonstances de l'accident dans un instant. Les choses sérieuses peuvent maintenant commencer. Le comité de pilotage du dialogue national a été officiellement installé cet après-midi. 8 commissions vont discuter de ce qui nous rassemble. Le président de la République s'est encore engagé à appliquer toutes les conclusions consensuelles. Après la cessation des activités des sociétés SIAS, AMA et Sotrac, les ex-agents réclament toujours leurs indemnités de licenciement. Ils rappellent au chef de l'État ses engagements pris en 2017. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Trois personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce matin vers le pont de l'Émergence en face du stade Léopold Sédar Senghor. 8 blessés, dont 7 grièvement, sont enregistrés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les circonstances de l'accident avec Chérif Dia et Tierno Laurent Mendy. À l'origine du drame, un carambolage entre 4 véhicules. Le bilan est lourd. 3 personnes tuées. Un apprenti chauffeur, un agent de sécurité et une dame, propriétaire de ce véhicule particulier. J'ai vu la dame serrer sa voiture. L'autre voiture frigorifique a aussi serré devant la voiture de la femme. Elle a dit au chauffeur du camion frigorifique: "Tu as vu comment tu as cassé mon rétroviseur?" Le chauffeur lui a répondu: "Maman, je m'excuse." Et il y avait un autre véhicule frigorifique. Ce dernier a coincé la dame avec sa voiture. Il y avait 2 filles dans la voiture, l'une devant et l'autre derrière. Heureusement que je les ai sauvés. Mais l'agent de Sagam était sous la voiture. L'accident s'est déroulé tôt ce matin vers 6 h, ici au pont de l'Émergence, en face du stade Léopold Sédar Senghor. 8 personnes, dont 7 grièvement, sont également enregistrées par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'accident implique 4 véhicules. 2 frigories, plus un véhicule particulier et un minicar, occasionnant 11 blessés, dont 3 corps sans vie et 8 blessés, 7 blessés graves et 1 léger. Le Brigade nationale de sapeurs-pompiers a engagé 9 véhicules, 4 ambulances, un véhicule fourgon pompe-tonne, un véhicule de relevage, plus 3 véhicules légers qui sont sur place pour l'évacuation des victimes. L'état des véhicules impliqués dans cet accident témoigne de la violence de l'impact. L'excès de vitesse des 2 camions frigorifiques est aussi pointé du doigt par les témoins. Shérif, toujours à propos de l'accident, un des témoins dénonce la promptitude des personnes à filmer les accidents au lieu de porter secours aux victimes. Ce réflexe pavlovien irrite profondément Abdulaziz. Il est l'un des témoins de l'accident. C'est parce que l'autre makay ñaawlu ba lolu amé amna ñu bari ñu taxaw. Lorsque l'accident s'est produit, le premier réflexe de certaines personnes, c'est de prendre leur téléphone et de filmer. C'est vraiment déplorable. Il n'y avait personne pour m'aider, ce qui fait que j'ai vu tardivement le minicar. Intervenir. Et comment expliquer justement que certains cèdent à ce réflexe de dégainer leur portable pour filmer une catastrophe plutôt que d'aider un être humain, un danger de mort pour un maximum de vues sur la toile? Certains sont comme lobotomisés par leur smartphone. Reportage Cher Diop et Diafaraba. Peut-on parler d'un revers de la médaille quand on évoque l'utilité des réseaux sociaux? Le constat est bien visible en cas d'accident. Des témoins qui, au lieu de soutenir les victimes, préfèrent prendre des photos. Un réflexe déplorable. J'accuse le gouvernement, j'accuse le niveau de civilité des populations. Il faut assister la personne pour qu'elle puisse être en sécurité. Après, les informations nécessaires, il y a d'autres moyens de les avoir.
Est-ce que l'on doit poursuivre ces individus pour non-assistance à une personne en danger? D'aucuns proposent des sanctions de l'autorité. Assister une personne qui est en danger, ça doit être une conscience citoyenne. Je crois que le véritable problème, c'est que nous n'avons pas une culture de l'urgence. Le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide, autant de valeurs qui ont accusé un sacré coup avec l'avènement des nouvelles technologies. De plus en plus, on évoque l'éducation numérique pour mieux saisir les dangers liés à l'utilisation de ces outils. On nous appelait l'éducation, on faisait l'éducation morale, l'éducation civique. Et je pense qu'actuellement, c'est ça qu'on doit faire, revenir aux écoles pour que les enfants puissent acquérir ces bases nécessaires pour une bonne vie des populations. D'abord, il y a la méfiance, l'individualisme, l'insécurité. C'est tout ça qui fait que les gens sont de plus en plus méfiants. Quand on vit en communauté, on doit assister systématiquement les gens qui sont en danger. Pour les nostalgiques, la sociabilité faisait la force de la société sénégalaise il y a quelques années de cela. Une autre valeur que l'on néglige de plus en plus. Et que faire maintenant plutôt que de filmer ces catastrophes des témoins après un accident? Il faut tout simplement, après la première alerte précoce et le deuxième acte serait tout simplement d'appeler le 18 ou le 15-15. L'apprentissage des premiers gestes de secours est également primordial dans la vie courante pour aider les victimes selon les médecins urgentistes. Reportage Aïssatou Gaïba et Tierno Laurent Mendy. C'est un accident qui suscite des interrogations sur le comportement des témoins du drame. Comment doivent-ils réagir pour aider les médecins dans leur travail? Un premier acte au préalable qui prépare le terrain en attendant les secours. Une alerte précoce est vivement conseillée dans ce cas de figure. En cas d'accident, comme vous venez de le dire, il y a 3 éléments quand même qu'il faut schématiquement prendre en compte. C'est se protéger, alerter et secourir. Le chiffre 18 qu'il faut alerter pour avoir les sapeurs-pompiers. Le 15-15 c'est le numéro, c'est les secours médicaux. Donc si vous appelez en ce moment-là, ils sont alertés et ils peuvent donc vous donner, venir sur place. Ce qu'il faut prendre en compte également dans cette alerte-là, c'est la présentation, comme on dit. La première chose, c'est se présenter. Donnez votre numéro de téléphone, donnez également le lieu où ça se trouve, si c'est la voie d'accès, si c'est à 2 voies, et donc les circonstances effectivement de l'accident. Selon ce médecin urgentiste, apprendre aux citoyens les gestes de premier secours est d'une importance capitale, et cela même dans la vie courante. Par rapport au secourisme, le secourisme est utile à tous les niveaux. Dans notre maison, dans la rue, sur nos lieux de travail, parce que quand on apprend le secourisme, on a donc les moyens d'avoir les gestes qui sauvent, comme on dit. Vous êtes dans votre maison, vous avez un enfant qui est dans cette situation d'obstruction des voies aériennes, il y a une aussi, on peut l'aider à le faire avec les claques, avec également certaines manœuvres. Et ça, tout le monde peut y accéder en apprenant le secourisme. Le secourisme de base permet donc d'avoir tous ces gestes de survie. Ces gestes de survie, autant à la maison, autant s'il y a un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fréquence des accidents qui persiste au Sénégal, malgré les nombreuses dispositions prises par les autorités pour y remédier. Merci beaucoup, Aïssatou. Aleya Yakta Est, c'est maintenant au tour du président Famara Ibrahima Sagna et de son équipe de trouver des consensus, des conclusions consensuelles. Le comité de pilotage du dialogue national est officiellement installé cet après-midi. Le chef de l'État, Macky Sall, souhaite un saut qualitatif de la démocratie sénégalaise avec le dialogue national. Compte rendu, Pape Faraning et Mardiag. 8 commissions sont installées pour discuter de tous les problèmes qui concernent la nation. Un moment symbolique pour le Sénégal qui va fêter ses 60 ans en 2020. Pour le président Macky Sall, le pays doit faire un saut qualitatif pour le bien-être de tous. Il s'agissait de la commission politique, de la commission économie et sociale, commission ressources naturelles
de la commission environnement et cadre de vie et de la commission paix et sécurité. Et dans le souci de renforcer le caractère exhaustif et inclusif du dialogue national, j'ai approuvé le rajout de 3 autres commissions proposées par le président en relation avec les acteurs. 3 commissions qui traiteront respectivement de la transparence et de la lutte contre la corruption, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques et enfin de la commission de synthèse. De grands défis attendent le comité de pilotage, mais le président fait appel à toutes les couches pour réussir cette mission. C'est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils qui l'encadrent entre acteurs différents de statut, d'expérience, d'intérêts particuliers, mais tous motivés par le désir et la volonté patriotique de construire un espace d'entente et de stabilité politique et sociale, de paix, où il fait bon vivre pour tout le monde. Une chose rassurante, le président promet de respecter toutes les conclusions sorties de ce dialogue. Je serai donc à votre écoute pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue. Et j'ai instruit le gouvernement d'être à votre disposition dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. Le comité de pilotage pour le dialogue national a 3 mois pour fédérer tous les acteurs autour de l'essentiel afin d'obtenir des conclusions consensuelles. Et opposition comme majorité salue le démarrage officiel du dialogue national. Voici la réaction des acteurs en marge de la cérémonie. Une excellente initiative et nous avons tous suivi le chef de l'État qui s'est prononcé avec beaucoup d'humilité, d'ouverture, mais aussi avec beaucoup d'engagement, allant dans le sens de prendre en considération et en compte, en s'engageant à mettre en œuvre l'ensemble des décisions consensuelles. Maintenant, il a dit, nous avons 3 mois à partir de maintenant pour discuter dans les 8 commissions. Vous avez raison, c'est une seule commission qui a fonctionné pour le moment, c'est la commission politique, dans laquelle nous discutons d'audit du fichier et des questions d'élections locales, d'élections présidentielles et de processus électoral de manière générale. Donc il y a la commission politique. Avec ça, maintenant, il y a des commissions qui sont aujourd'hui annoncées. Le Sénégal est un pays de dialogue. C'est un pays de paix. La situation de la sous-région nous recommande fortement de nous retrouver au niveau du Sénégal pour nous entendre sur l'essentiel. Les 2 allocutions que nous avons entendues au cours de l'installation du président et du comité et des membres du comité du dialogue national ont été à la proportion de la solennité et de l'importance du moment. Dialoguer pour nous, ce n'est pas dealer, dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, c'est justement gérer les antagonismes de manière apaisée. C'est rassurant et je pense qu'aujourd'hui la balle est dans notre camp et nous devons tout faire pour honorer le pays. Puis toujours dans l'actualité politique, Khalifa Sall était chez le président Abdoulaye Wade, une visite de courtoisie selon l'ex-maire de Dakar qui se dit très honoré de recevoir les prières du pape du Sopi. Nous y reviendrons avec nos équipes. Les ex-agents des défuntes SIAS, Sotrac et Ama rappellent au président Macky Sall ses engagements non encore honorés. Vous le savez, le chef de l'État avait promis il y a cela 2 ans de payer ses indemnités de licenciement. Allocation estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Ils étaient en assemblée générale. Ousseynou Diop est leur porte-parole avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Nous venons d'organiser une assemblée générale d'information dans la mesure où, depuis lors, le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, avait donné des directives et il avait même lui-même pris des engagements pour le paiement de ses ex-travailleurs. Mais jusqu'à présent, rien n'a été encore fait. Et alors, on est en fin d'année 2019 et nous voulons à ce que son discours de fin d'année, que cette situation soit vraiment clarifiée, dans la mesure où tous les travailleurs l'attendent dans ce discours de fin d'année. Nous avons aussi écrit l'administration centrale, en l'occurrence la présidence de la République,
les ministères concernés, mais jusqu'à présent nous attendons des réponses positives et des exécutions de décisions. Mais en ce qui concerne les travailleurs, leur décision c'est de se mettre sur la route nationale parce qu'ils ont attendu longtemps et ils ont vraiment gardé l'espoir dans la mesure où cet espoir est toujours vraiment n'a pas de suite positive, de sorte que tous ces travailleurs-là que vous voyez ici, c'est l'ensemble des sociétés qui se sont regroupées dans ce collectif. Exemple la Sotrac, la SIAS, les Amon, Ama Sénégal et ainsi de suite. Tous ces travailleurs-là attendent aujourd'hui le discours de fin d'année du président de la République pour qu'un soulagement vraiment soit revu en amont et en aval. Le chef de l'État a finalement octroyé 8% du capital de la nouvelle société de gestion de l'eau aux travailleurs de la SDE, une augmentation de 0,5%, là où les travailleurs en attendaient 15%, on le rappelle. Par ailleurs, Macky Sall a aussi abrogé le décret portant réquisition des travailleurs de la SDE, décret qui avait été contesté par les travailleurs eux-mêmes. Ces mesures enterrent donc la hache de guerre entre syndicalistes et gouvernement, déblayent en même temps le terrain avant la prise de fonction de Suez le 1er janvier prochain. Fatima Touré et Modou Diop. Au départ, ils avaient exigé 15% du capital de Suez. Aujourd'hui, avec l'intervention du président Macky Sall, ils ont finalement obtenu 8%. Les travailleurs de la SDE se disent soulagés. Quand nous avons rencontré le président de la République, il nous a promis 8% du capital de Suez. Les travailleurs demandaient 15%, mais si nous avons 8%, c'est déjà bon. L'autre aspect concerne l'abrogation du décret réquisitionnant tous les travailleurs de la Sénégalaise des eaux. Macky Sall a également pris l'engagement que Suez va nous payer les fonds relatifs à l'avancement du personnel. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux disent attendre beaucoup de Suez. Mais nous pensons que Suez au moins va, ne serait-ce que augmenter les salaires des travailleurs, les mettre dans des conditions acceptables de travail. Nous aurons besoin de l'accompagnement de Suez sur le problème des maisons. Nous voulons une cité ouvrière qui portera le nom de Suez et une cité au moins des techniciens qui portera le nom de Suez. Toutefois, il enterre la hache de guerre et accueille à bras ouverts l'entreprise française. Nous, les travailleurs, ils sont satisfaits, ils sont enthousiastes de recevoir Suez. C'est aux dirigeants de Suez de tenir la balle au rebond. À couteau tiré avec le ministre de l'eau depuis quelques mois, les travailleurs de la SDE disent obtenir gain de cause. Ils pensent même que Suez va changer leurs conditions de vie en préservant leurs acquis. Le mouvement Nyolank n'a pas pu tenir sa conférence de presse initialement prévue au centre BOP ce matin. Une interdiction qui n'empêchera pas le collectif de se mobiliser dans les prochains jours, selon Mamadou Lamine Dianté, un des membres. Il annonce par ailleurs une campagne de proximité pour la baisse des factures d'électricité. Un autre rassemblement est prévu le 10 janvier. Nous n'avons pas donné de raison, mais nous avons compris en réalité que l'injonction est venue certainement d'en haut, mais cela ne nous surprend pas parce que nous comprenons en réalité qu'aujourd'hui de plus en plus on va faire face à de l'ostracisme de la part de l'État, mais cela ne fera que renforcer notre détermination. Le 27, il y a une marche pacifique à Guédiawaye, à Louga et à Kolda, pour ne citer que cela. Le 31, ce sera autour de Tuaon, mais également nous considérons qu'aujourd'hui nous sommes en train de constituer tous les éléments qui nous permettraient de porter plainte contre les forces de l'ordre par rapport aux violences qu'on a fait subir à nos citoyens le 20 décembre, mais également nos camarades qui étaient en prison et qui étaient victimes de violences policières. Mais également nous sommes en train de lancer une campagne à travers des activités de proximité pour que tous les Sénégalais qui détiennent par devers eux des factures compromettantes de la Sénélec en termes de
surfacturation et qui considèrent que ce qu'on leur a proposé de payer est au-delà de la normale, donc de se rapprocher du collectif Union Langue. Nous sommes en train donc de rassembler l'ensemble de ces factures-là pour qu'on ait des pièces comptables qui nous permettront de porter plainte contre la Senelec. Et nous préparons aussi une grande manifestation qui aura une envergure nationale et même internationale, parce que dans la diaspora également, il a été demandé à nos compatriotes de s'organiser. Nous vous en parlions la semaine dernière, 18 étudiants blessés lors des derniers affrontements entre forces de l'ordre et les étudiants de l'UGB. Certains parmi eux d'ailleurs sont toujours à l'hôpital. Selon la coordination des étudiants de Saint-Louis, les bourses ne sont toujours pas payées. Les étudiants étaient à l'hôpital régional de Saint-Louis pour rendre visite à leurs camarades alités. Il n'exclut pas un blocage à la reprise si rien n'est fait. Au lendemain de ces affrontements, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, avait fait une sortie et avait assuré que les bourses allaient être payées dans les plus brefs délais. Et depuis lors, une semaine après, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous fustigeons, nous dénonçons avec notre dernière énergie cette léthargie dont fait objet le paiement de nos bourses. L'effectivité des paiements avant le 2 décembre est la condition sine qua non. Seule cette effectivité peut garantir un retour normal dans les classes. C'est que ces étudiants ont été atteints par des grenades lacrymogènes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces grenades ne sont plus lancées pour disperser les foules. Mais les tireurs de la gendarmerie ciblent directement je dis bien, les étudiants. Aujourd'hui, cet étudiant, il a eu cette chance-là que ces grenades-là le touchent au niveau du bras. Mais personne n'ose imaginer ce qu'aurait été la situation si toutefois c'est une de ces parties vitales qui a été touchée. Allons maintenant à Kaolack où l'on enregistre un déficit de 87 enseignants dans l'IEF départemental. L'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack département est à la recherche d'enseignants pour combler ce déficit. Ce manque a été exprimé à l'occasion de la journée de l'excellence, mais en dépit des contraintes, de bonnes performances et de bons résultats ont été enregistrés ces 3 dernières années selon les autorités en charge de l'éducation. Nous retrouvons Ibrahima Diamé et Faligay à Kaolack. L'excellence au cœur de la fête de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack département depuis 2017, de réelles performances ont été enregistrées à en croire les autorités dans les examens au niveau du primaire et dans le moyen. Nous célébrons la journée de l'excellence parce que nous avons fait un grand bond durant les examens scolaires. Au CFE, en 2017, on était à 45%. Maintenant, cette année, nous sommes à 52%. Nous avons fait un bond de plus de 6 points au CFE. Au BFM, nous sommes aussi partis de 28% pour arriver en 2019 à 48%. Là aussi, c'est un bond de plus de 20 points. Des résultats obtenus en dépit des contraintes liées au déficit d'enseignants et à l'étendue de la carte scolaire relativement vaste et dense. Nous avons un département très vaste. Nous avons un nombre d'écoles de 237 écoles élémentaires. Donc tout ça pose problème du point de vue de la coordination et de l'encadrement. Nous n'avons pas assez d'enseignants, mais nous attendons les nouveaux sortants. On avait un déficit de 87 enseignants. La circonscription départementale de l'éducation et de la formation de Kaolack est sous le contrôle d'une dizaine d'inspecteurs dont chacun assure un district. Et en ce qui concerne la dotation en matériel logistique et de transport, rien à signaler selon l'inspectrice. Cette fête de l'excellence a été parrainée par le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, qui a suggéré la réalisation de jardins-écoles en milieu scolaire. Merci Ibrahima. Un mot de santé, installation d'un comité multisectoriel pour lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. À la manœuvre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La première réunion a eu lieu ce matin. Compte rendu Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy.
maladies non transmissibles, un véritable fardeau pour l'État du Sénégal, une nouvelle menace sur la santé des populations avec un taux de morbimortalité assez important. Dans le domaine de la mortalité par exemple, en 2017, une enquête a été faite par l'Organisation mondiale de la santé et a montré que ces maladies non transmissibles sont responsables de 41% des décès au Sénégal. Donc ça c'est énorme et l'enquête STEPS, une enquête sur les facteurs de risque de ces maladies, avait montré certaines prévalences. Donc 29,8% pour l'hypertension artérielle, c'est important, 3,4% pour le diabète, c'est important. Et quand on parle de mortalité, ce sont des maladies qui causent le décès des sujets à un âge productif. Ces maladies ont principalement des facteurs de risque en commun et commencent à prendre de l'ampleur au sein de la population. Et au niveau global, on a un certain groupe de maladies qui suscitent l'attention. Donc il s'agit des maladies cardiovasculaires, du diabète, des infections respiratoires chroniques et des cancers. Le Sénégal a ajouté les maladies sanguines, notamment hémophilie drépanocytose et la maladie rénale chronique. C'est ainsi qu'un comité national multisectoriel de lutte contre ces maladies a été mis en place pour la maîtrise des facteurs de risque. À l'issue de la réunion, chaque secteur nous dira, par rapport au tabac par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire appliquer, le représentant du ministère de l'Intérieur l'a dit, pour faire appliquer les lois par rapport au tabac. On a parlé de mécanismes de financement innovants. Le secteur du département des finances pourrait nous dire comment, à partir des taxes du tabac, on peut financer la lutte contre les maladies non transmissibles. Quant aux lois et règlements, le ministère de l'Intérieur s'engage pour qu'ils soient respectés. Le ministère de l'Intérieur a un rôle important à jouer dans le respect, mais aussi l'application de cette législation. Pour faire appliquer cette législation, comme il a été rappelé dans les différentes présentations. Le ministère de l'Intérieur aussi a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des actions retenues. Ces maladies, pour les combattre, n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé. Plusieurs départements entrent en jeu pour la mise en place d'une plateforme multisectorielle de collaboration. Merci Fat Bintou. L'enclavement de leur localité, le déficit d'enseignants, la pléthore d'abris provisoires et le défaut d'éclairage sont entre autres difficultés que les habitants de Médina Chérif, commune située dans le département de Kolda, ont soulevé comme question préoccupante lors de la réunion du débat d'orientation du budget de leur municipalité. Pour exemple, un seul village sur 62 est électrifié. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Par le manque criard d'infrastructures dans leur localité, les habitants de la commune de Médina Chérif ont déversé leur bile lors de la réunion du débat d'orientation du budget de leur commune. Une bonne partie de la commune de Médina Chérif abrite des cours d'eau qui entravent lourdement la mobilité des personnes et des biens. L'autre élément de taille aujourd'hui qui entrave le développement de la commune et qui rend l'accès au marché extrêmement difficile, l'accès aux zones aménagées, notamment le bassin, extrêmement difficile, c'est la question des pistes. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà en fin décembre, mais les cours d'eau sont remplis. Donc cela pose un problème de mobilité. Une bonne partie de la commune est dans une zone extrêmement enclavée. C'est une question extrêmement urgente. Aujourd'hui, il y a certaines femmes, quand elles doivent accoucher, on ne peut même pas les évacuer à cause de ces cours d'eau qui entravent la libre circulation des personnes et des biens. Les enseignements apprentissages se déroulent mal à Médina Chérif. Malheureusement, dans notre commune, nous avons 29 écoles primaires, mais l'essentiel de ces écoles primaires, c'est des enfants qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles d'abord. Il y a des abris provisoires. Deuxièmement, il n'y a pas suffisamment de tablement. Mais là où il y a catastrophe, c'est le manque d'effectifs d'enseignants. Au total, il y a 24 enseignants qui manquent dans la commune de Médina Chérif. Un seul village sur 62 est électrifié. Dans la commune, il y a un seul village actuellement, à l'heure où je vous parle, sur les 62, il y a un seul village qui a le courant électrique. Et même ici, au niveau de la mairie, nous n'avons pas accès au courant électrique. D'où leur cri de cœur. Nous lançons un appel quand même au gouvernement du Sénégal de nous venir en aide. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui veulent s'implanter pour mettre en place des industries de transformation
ces industries et ces entrepreneurs ne peuvent pas s'implanter parce qu'il n'y a pas en réalité de courant électrique. Donc nous lançons un appel pour demander encore une fois, nous sommes des Sénégalais comme les autres, avoir accès à l'électricité dans nos villages. Un seul village sur 62, vraiment c'est un taux extrêmement bas. Pour atténuer les souffrances de ces populations, leur municipalité a alloué aux femmes de ces localités des moulins d'une valeur de 13 millions et d'un financement de 35 millions de francs CFA à titre de créances remboursables. En sport, sachez que l'international Mbaye Diagne croit encore en un avenir en équipe nationale du Sénégal. Il espère juste recommencer à marquer des buts probablement à Galatasaray pour retrouver les Lions. Il est interrogé par nos confrères de igfm.sn. C'est très possible de le Retourner à Galatasaray, c'est bien possible. Je suis encore un pensionnaire du club Bruges. J'espère qu'au mois de janvier, il y aura une place d'étrangers libre pour pouvoir retourner facilement à Galatasaray. Pour l'équipe nationale, là, je retournerai avec plus de temps de jeu et de buts. J'ai encore de l'avenir avec les Lions. Avant de rejoindre le club Bruges, j'avais eu une discussion sérieuse avec le sélectionneur national, Aliou Cissé, qui m'avait conforté sur mon choix. Voilà, Mbaye Diagne est en club, il se bat pour tirer les pénaltys. Au pays, il se donne à fond pour les tout-petits. La pouponnière de la Médina, une structure qui regroupe au moins 80 enfants abandonnés, a reçu un don du footballeur international sénégalais, un appui d'ordre financier et autres produits alimentaires. Cheikh Sadibou Diarra et Hamza Diallo. Mbaye Diagne score dans le social. L'attaquant international est allé au chevet de la pouponnière de la Médina pour remettre un don. Une première qu'il compte pérenniser. C'est la première fois que C'est la première fois que j'ai invité les médias dans le cadre de mes activités sociales. Dès que je su qu'il y avait une pouponnière à Dakar, j'ai pris l'engagement de leur venir en aide chaque fois possible. Vous savez, j'aime apporter du soutien aux personnes qui sont dans le besoin. Au personnel de la structure qui regroupe 80 enfants, le natif de HLM a fait un don conforme aux besoins de la pouponnière. J'ai appelé les autorités avant de venir. Il fallait me renseigner également sur les produits qui sont utilisés dans cette pouponnière. C'est par la suite que j'ai acheté du lait, des couches et également amené une enveloppe financière. Avec plus de moyens, j'apporterai beaucoup plus pour l'habillement et l'alimentation des enfants. En instance de départ du club Bruges en Belgique, Mbaye Diagne se ressource et s'investit dans les œuvres caritatives. Il espère trouver un point de chute dans quelques semaines. Merci, cher Sadibou. Et puis retenez Coupe de la Ligue. Les affiches du premier tour sont connues. L'AS Pikine, AS Jaraaf et Casa Sport Stade de Mbour constituent les chocs des rencontres prévues les 4 et 5 janvier 2020, dans pas longtemps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram Touré. Vous recevez l'analyste Maurice Sudjek-Dione. Merci bien, Chérif.